Il y a du caméléon chez cet homme-là. Multi-activiste, il démarre comme comédien, évolue vers la réalisation de reportages, de films, de documentaires et d'émissions, avant de devenir directeur général de France 3 de 1982 à 1985. Ancien conseiller de François Mitterrand, écrivain aussi, le producteur et présentateur de l'émission hebdomadaire Riposte sur France 5 depuis 10 ans prend le temps d'une pause avec nous dans VIP. Serge Moati, bonjour. Bonjour. Considérez-vous ici dans un espace de liberté. Vous verrez, vous, si vous en faites un espace de vérité. Ça vous plaît d'être comparé à un caméléon? Je vous ai vu réagir pendant l'introduction. Je vous ai vu un peu surpris. Non, parce que je n'ai pas commencé comme comédien. J'ai commencé comme... Vous avez été comédien dans des films quand même? Oui, mais enfin, c'était comme ça. J'étais à la troupe théâtrale de mon lycée, des trucs comme ça. Mais j'ai jamais pensé être comédien. Enfin, j'adore ça, dans des films de Lelouch, Ouais, on vient vous chercher. C'est le plaisir. C'est le plaisir. C'est le plaisir pur. Et le caméléon? Et caméléon? Non, je suis plutôt dans l'empathie. Mais c'est pour ça. Je suis plutôt dans l'empathie, c'est-à-dire j'ai envie de devenir l'autre. Mais le caméléon, il se fond dans la masse. C'est pas tout à fait pareil. Le caméléon, il prend la teinte de l'endroit où il se pose. Ouais. Que vous vous posiez, vous, entre guillemets, sur les genoux de Jean-Marie Le Pen, sur les genoux de Nicolas Sarkozy, sur les genoux de peu importe qui, finalement, c'est ce que vous développez, c'est vous êtes avec cette personne-là, qui que ce soit. Je suis avec cette personne, mais je ne suis pas caméléon. C'est-à-dire que je ne deviens pas, je ne me fonds pas. Vous vous approchez au plus près. J'approche au plus près. Mais le caméléon, c'est comme s'il n'existait plus au bout d'un moment. Et là, moi, j'essaye de continuer à exister. Hein. Mais... Vous existez beaucoup d'ailleurs pendant vos émissions à Riposte, qu'on peut voir depuis 10 ans, belle longévité. Vous existez beaucoup aussi parce que vous avez une gestuelle extrêmement développée. On a déjà dû vous en parler de cette gestuelle. Vous avez des gestes avec beaucoup de mains comme ça, vous faites comme ça aussi, des choses comme ça. Savez, je fais ce que je peux, c'est-à-dire que je parle comme ça, c'est-à-dire que je suis né en Tunisie et on parle tous avec les mains. Et si j'avais un problème au bras, un jour, un accident, je touche du bois, j'espère que j'en aurai pas, je serais muet. Vous voyez, donc je ne pourrais pas parler. Donc je me souviens à Sarkozy, justement, quand je l'interviewe pour les présidentielles, comme ça, je fais ça, moi, je suis très proche des gens plus proches qu'on est là. Et je lui fais comme ça, je sais pas quoi. Il me prend le doigt comme ça, il me dit mais arrêtez de me parler, de me montrer du doigt comme ça. Ça le gênait, lui, vous voyez. Ça peut gêner des gens, je sais pas. Moi, en tout cas, je parle comme ça, mais ça n'a pas Pourquoi c'est le côté familier un petit peu? Oui, enfin, il avait l'impression que je le pointais du doigt comme ça. Alors que c'est pas ça du tout. C'est une façon pour moi de créer une communication avec l'autre. Enfin, puis je parle comme ça, quoi. On ne peut pas me refaire à mon âge, quand même. Hein? Je vous ai entendu dire dans une interview que la télévision, c'était une machine à broyer les particularités, les singularités de chacun. Comment vous faites, vous qui passez beaucoup par la caméra, qu'elle soit pour du documentaire, du reportage, des émissions de télévision, des films, comment vous faites pour conserver finalement cette singularité, pour ne pas faire le caméléon et vous noyer dans la masse alors? Non, voilà, être le plus possible soi-même et faire en sorte que l'autre soit écouté vraiment. Enfin, oui, c'est une machine à broyer la complexité, la télévision, plus que la singularité. À ne pas laisser place à la nuance. Oui, c'est ça qui est ennuyeux. C'est le seul truc qui m'ennuie parfois à la télévision. C'est quoi, le règne de la petite phrase facile? Oui, enfin, que je cherche moi-même d'ailleurs, parfois, quand j'interviewe. Et ça m'ennuie parce que quand une pensée est trop complexe, on se dit, pourvu qu'il soit court, pourvu que ça tienne, pourvu que dans sa tête, on se fait des gestes, comme ça on se dit, oh là, il est trop long, et que ça. Et parfois, il y a des gens qui sont formidables, simplement, ils ne vont pas au fait tout de suite. Ils font des contours, des trucs comme ça, etc. Et je ne m'aime pas comme ça. Je deviens castrateur moi-même et je me dis, dans ma tête, hein. Puis je leur fais des gestes comme ça, on ne me voit pas, je leur fais, vas-y, vite. Et ça, c'est pas bien. Et donc, la complexité est un peu pas à l'aise à la télévision. C'est pour ça que vous passez aussi par le biais de l'écriture. J'adore. C'est pour combler un manque finalement? Tout comble des manques partout. C'est-à-dire que je fais de la fiction pour combler des manques du documentaire, je fais des documentaires pour combler des manques de la fiction, je fais du débat de plateau pour combler les manques du documentaire et de la fiction. Je passe mon temps à combler des manques. Donc c'est pour ça que je fais tout à la fois. De manière totalement assumée? Oh oui, maintenant, oui. Au début, ça m'a joué des tours dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire qu'on disait, il fait tout à la fois, il est boulimique. C'était le mot qui revenait sans arrêt. Quand il y avait des articles sur moi, quand j'étais un jeune réalisateur, puisque je suis entré à la télé, j'avais 20 ans, on disait il est boulimique.
Si j'étais mince comme ça, on n'aurait jamais dit les boulimiques. Hein. C'est parce que j'étais gros. Et c'était comme une maladie honteuse d'être boulimique. C'était comme une maladie honteuse. Il fallait se dire pardon, excusez-moi. Il fallait être ceci ou cela. Étiqueté, bien rangé. Et je ne supportais pas ça. Et vous, cet appétit que vous avez pour la communication, quel que soit finalement le biais, que ce soit l'écriture, l'audiovisuel, il est toujours présent, il est toujours réel, mais en même temps, vous brouillez les pistes, parce que, par exemple, vous êtes producteur de Riposte, mais vous n'aimez pas forcément dire que vous êtes journaliste. Enfin, c'est pas, Je sais pas. Vous n'êtes pas journaliste, vous n'avez pas la carte de presse, Non. et vous n'assumez pas la démarche du journalisme. Si. J'ai beaucoup d'admiration pour les journalistes, mais je ne suis pas journaliste. Ce que vous faites, c'est du journalisme quand même. Non, je fais du... Vous faites du quoi alors vous dites quoi quand vous vous présentez à quelqu'un qui ne vous connaît pas, quelqu'un qui arrive de l'étranger? Je suis très embêté. Un collègue québécois est là, il ne vous connaît pas, vous dites Serge Moati. S'il est québécois, ça va. Bon, alors s'il est autre chose. S'il est australien... Il est chinois. Il est chinois, alors, Lui, pire, alors là, je ne lui dis rien, je lui dis salut, ça va, bienvenue à Paris. Mais non, je ne sais pas ce que je dis. En tout cas, je sais que c'est très compliqué. Et même chaque fois que je passe une frontière, c'est compliqué. Parce que je ne sais jamais quoi mettre sur mon passeport, je sais pas quoi Sur mettre. votre carte d'identité, la carte professionnelle, la carte de visite, il y a marqué Serge Moati. Rien. Serge Moati. Ah, rien, d'accord. Et non, parce que je ne sais pas ce que je fais. Je fais tellement de métiers différents, j'en ai au moins 4-5 comme ça reconnus. Et donc, je ne sais pas quoi dire. C'est une terrible question qui me renvoie à une difficulté des origines, madame. Mais c'est la question de l'identité. Oui. Là, elle se pose professionnellement telle que je vous la pose. Après, ça vous ramène évidemment forcément à l'identité déjà à votre enfance. Oui, je ne sais pas ce que je fais. Je fais plusieurs choses à la fois. En tout cas, ce que je sais, c'est que je ne déteste quand ça ne communique pas. Je déteste quand ça ne parle pas. Je déteste quand on se fige et on se retranche. Je déteste quand on n'arrive pas à parler de cœur à cœur et d'intelligence. Alors justement, je veux dire, c'est quoi une rencontre? J'aime pas bien le mot interview, mais c'est quoi une rencontre réussie pour vous, que ce soit sur le plateau de Riposte ou ailleurs, sur un documentaire, Ça vient au même. C'est quand la personne que j'ai en face de moi se dit, j'ai dit à peu près ce que j'avais envie de dire. J'ai pas été censuré, j'ai pas été en dessous de ce que j'avais envie de dire. Et quelque chose de moi, dit la personne, est passé. Et si moi j'ai réussi à faire accoucher ça, à être attentif, à être suffisamment en empathie et en phase, pour moi c'est gagné, c'est important. Je me sens fier, je me sens digne, je me sens faisant mon métier. Et par ça vous apporte quoi? Le sentiment magnifique de quelque chose qui pourrait s'appeler la fraternité. Même si vous n'êtes pas raccord avec les idées de la personne. Ah, ça n'a aucune importance. Vous êtes d'humain à humain. Ah, ça n'a aucune importance. D'accord. Ça n'a aucune importance. Pardon, mais ça n'a aucune importance. Je peux interviewer le diable. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'avais pu croiser le diable, je l'aurais interviewé. Ce serait un scoop, ça. Ouais. Et je l'aurais interviewé. Et le diable m'aurait raconté des trucs. Et c'est l'humanité du diable qui m'aurait intéressé. Si je vous dis, c'est une phrase d'un évêque d'Oran qui disait « L'autre a toujours une vérité qui me manque ». Est-ce que ça peut être un peu ce qui vous guide, ce genre d'idée? Ah oui, bien sûr. L'autre a toutes les vérités qui me manquent. Bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est ce chatoiement des autres qui me bouleverse. C'est-à-dire cet arc-en-ciel constamment que composent les gens que je croise, et j'en croise beaucoup, depuis tellement d'années maintenant, etc., je serais totalement démuni, pauvre, sans vie, si je n'avais pas la chance d'avoir pu rencontrer tous ces gens et d'avoir eu avec eux des moments comme ça de rencontres, de vérité, de ce que vous voulez. Bien sûr, c'est l'autre qui est plus intéressant que soi. Enfin, je trouve. Est-ce que cette multi-activité qui vous caractérise est une manière de retenir le temps, une manière de l'habiter complètement, de le rentabiliser et de ne pas vouloir mourir? Oui, si vous voulez, le temps m'est compté. Ah ben pour nous tous. Plus ou moins. Ah. Non, franchement, plus ou moins. Il y a des gens qui sont persuadés qu'ils ont l'éternité pour eux. Par exemple, quelqu'un qui a... Je connais des copains, moi, qui ont leurs parents qui sont encore vivants, ils ont 92 ans, par exemple. Ils se sentent assurés du temps, très étrangement.
ils se sentent, enfin très normalement. Et moi, depuis que je suis petit, je sais que j'ai jamais eu, je suis le plus vieux de ma dynastie. J'ai 62 ans, je suis le plus vieux. Vous êtes le prochain sur la liste. Ah, je ne suis pas le prochain, je suis sur la, oui, oui, bien sûr, premier sur la liste. Mm. Et donc, le temps m'est compté. Et donc, j'ai eu le sentiment du temps compté depuis que j'ai 11 ans, moment où mes parents sont morts. Et oui, il faut que je l'occupe le temps. Il faut que je l'occupe le temps. Il est avare de lui-même, le temps. Il est très avare de lui-même. Et donc, moi, je passe mon temps à combler le temps. Mais comme j'ai une faculté très vite à m'ennuyer, en plus, ça se double de ça, c'est-à-dire que je m'ennuie très vite, c'est-à-dire que je me lasse des gens, je me lasse des situations. Donc il faut que j'en fasse pour que ça avance et pour avoir le sentiment aussi d'exister. Car il n'y a rien de plus facile que d'avoir le sentiment de ne pas exister. Je trouve que c'est très très facile. Donc finalement, vous êtes beaucoup dans le faire. Mais est-ce que vous prenez le temps de vous arrêter, de faire une pause, d'être peu dans l'être, quoi, d'arrêter de faire Si on vous obligeait à arrêter pendant 1 an vos activités médiatiques, quelle angoisse. Ouais. Même pas le droit d'écrire, rien, vous faites quoi? Je meurs. Ah bah oui, c'est aussi simple. Ouais, oui, oui, enfin je meurs, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de ma femme, mais cette question ne peut pas se poser. Cette question ne peut pas se poser. Je suis quelqu'un qui a toujours un truc en cours. C'est drôle parce que vous avez très en évidence sur votre poitrine justement une montre. Une petite montre. Elle est jolie d'ailleurs. Oui, et je collectionne, j'en ai au moins 2 là sur moi. Oui, c'est ce que je me dis, il y en a une au poignet, une sur le veston. Et parfois j'en ai 3-4. Et j'aimerais tellement ne pas... On dirait le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. On vous l'a déjà dit ça, j'imagine. Non. Non. Mais j'aimerais tellement ne pas avoir cette obsession, mais je l'ai. Et puis, je ne peux pas ne rien faire, c'est pas possible. Parce que j'ai trop le sentiment de l'inexistence des choses. Le temps est compté, et puis il est inexistant, le temps. Oui, il passe et il dure, donc c'est cette double caractéristique. Il est tueur, le temps. Vous vous rendez compte? Vous êtes avec des gens, pof, ils meurent. Vous voulez bien nous le lire, cet épisode-là, dans Villa Jasmin, qui est un livre qui est sorti il y a quelques années. Vous racontez votre histoire? Oui. C'est le début, hein. J'ai pas... Papa est mort, mais cela ne se voit pas. Maman va mourir, mais personne ne le sait. Je devrais avoir un néon au-dessus de mon crâne, il clignoterait en rouge ou en bleu. Le papa de ce petit garçon est mort. Comme ça, tout le monde serait prévenu. Les gens prendraient cet air si particulier, mélange de compassion et d'agacement, qu'ont les grands lorsqu'un petit leur fait de la peine. J'ai 11 ans. Et c'est pour l'instant le plus sale moment de ma vie. Je pourrais crier, histoire de me rendre intéressant, mais il n'y a personne. Nous sommes à Paris, il est 14h30, un 16 août, cette terrible année 1957, loin, très loin de la Villa Jasmin et de Tunis, ma ville. Si d'entrée de jeu, je me pose en scrupuleux architecte de moi-même, c'est pour rappeler que le 16 précède de toute éternité le 17. Mon père a eu l'indélicatesse de mourir la veille de mon anniversaire. Ça, l'histoire qui a plombé mes 11 ans. Ça commence comme ça, et puis j'arrête là, parce que c'est long. Après, il y a toute une histoire derrière. Il y a toute une histoire, et puis il y a l'histoire d'un type qui se rend compte qu'il ne pleure pas le jour de sa mort de son père, et qui s'en veut beaucoup de ne pas pleurer. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est qu'au fond, le lendemain, c'était son anniversaire, et que son père lui a volé sa fête. Et d'ailleurs, je le dis, là, la page d'après, les pères font tout pour gâcher leur vie de leur fils. Et vous savez que ça, c'est la fin de l'Ancien Testament. Sans vouloir faire une... Et Dieu, et la fin de l'Ancien Testament, cette somme hallucinante, la fin de l'Ancien Testament, c'est... et l'Éternel réconciliera les fils avec leur père. Vous l'attendez, cette rencontre avec votre père, mais bien sûr aussi votre mère qui est morte très rapidement après. Bien sûr, 2 mois après. Voilà. Vous l'attendez avec impatience? Tous les jours. Vous leur direz quoi, vos parents? Tous les ans, quand vous fêtez votre anniversaire, vous le fêtez réellement ou pas? Non, vous vous zappez. Non. Je me zappe pas, je fais chier toute ma famille.
C'est-à-dire qu'il y a le temps du deuil et puis il y a le temps de la fête quand même derrière? Ou il y a C'est juste le temps plombant du parce deuil? que je pense qu'à ça. Bah oui. Tous les 17 août, je pense au 16 août. Donc il faut que le 16 août passe pour. Et après, je fais rire tout le monde, les cadeaux sont jamais assez bien, et trucs, enfin, etc. Ah, vous êtes invivable, quoi. Ah, je suis insupportable. Non, non, bien sûr, je suis insupportable. Et je dis comment, enfin, voilà. Alors je retoque les cadeaux pour en avoir des mieux. Enfin, c'est. Comme un gamin, finalement. Oui. Comme un gamin insatisfait. Mais pour répondre à votre question qui m'a ému, là, qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais salaud. Et après, vous feriez quoi? Des gros câlins? Ou non? Ils y sont peut-être pas pour grand-chose en même temps. Si... Qu'est-ce qu'ils m'ont fait braire? Non. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'on passe son temps, quand on est orphelin, à considérer qu'on a fait quelque chose de mal. Alors qu'on sait intellectuellement qu'on n'a rien fait de mal. On le sait dans la tête. Oui, vous avez raison. Mais est-ce qu'on arrive vraiment à l'intégrer? Non, on n'arrive pas à l'intégrer. On se dit vraiment qu'on a fait quelque chose, on a en soi quelque chose de pas aimable, qui a fait qu'on n'a pas été aimé. Et donc, qu'on est responsable de la mort des parents. Vraiment. Hein. Oui, enfin, j'allais dire parole d'honneur. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on se dit, si j'avais été un petit garçon sympathique, tout ça, etc., il ne serait pas mort. Vous étiez quel genre de petit garçon avant vos 11 ans? Oh, je devais être un petit garçon, le dernier d'abord, petit garçon gâté, trop sensible, rapide, vif, maigre. Je voulais être acteur, je ne l'ai jamais été, mais je voulais être acteur, je voulais être... Ben, j'entends rien qui soit invivable. Si, Ah bon. râleur, je veux ceci, je veux cela, etc. Et puis je pensais que mes parents allaient mourir. Ah, vous le saviez? Mhm. Vous aviez une sorte de prescience de ça? Une certitude. Ah oui, carrément. Ouais, une certitude et que j'étais pas leur enfant naturel. Ah. Ouais. Et Bah, la preuve, ils sont morts. Et donc il s'est passé exactement ce que j'ai prévu. Et c'est pour ça que je pensais que j'étais responsable de leur mort. C'est-à-dire qu'en fait, mes mauvaises pensées avaient provoqué leur mort. Vous savez, c'est ce que je dis là. C'est ce que disent tous les orphelins. J'ai fait des films sur les orphelins après. oui, exact, oui. Et je me suis rendu compte que ils disaient tous à peu près ça. C'est-à-dire qu'ils ont quelque chose en eux qui a provoqué la mort de leurs parents. Oui, mais souvent, après, les gens vont soit en analyse, soit essayent de se débarrasser de cette culpabilité pour respirer, vivre et refaire une vie derrière. Vous n'avez pas suivi, vous, ce genre de, Si, bien sûr. processus? Si. J'ai tué tous mes psychanalystes. Mais, D'accord. bien sûr. Mais, vous savez, l'important, c'est d'en faire quelque chose de tout ça. C'est pas on ne cesse pas d'être orphelin, jamais. Ceux qui vous disent, il y a une expression qui m'énerve, c'est le travail de deuil. C'est con. C'est con maintenant pour n'importe quoi. On dit, il est en train de faire son travail de deuil. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire son travail de deuil. Ah bon? Tu as fini ton travail de deuil? Mais c'est ridicule. Enfin, c'est ridicule. C'est ne rien comprendre à ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Moi, j'ai jamais fait de travail de deuil. Il manquerait plus que ça. D'abord, j'ai autre chose à faire qu'un travail de deuil. Et puis, c'est ridicule. On ne fait pas son travail de deuil. On ne cesse jamais d'être orphelin. Et ça, par moments, ça se réveille d'une manière terrible. Par moments, on fait avec. C'est tout. Mais d'une manière générale, si on regarde un peu votre parcours, notamment comme réalisateur de documentaires, puis même sans doute dans les interviews, les rencontres que vous faites, vous avez souvent essayé d'exorciser ce qui vous habite par le documentaire. Il y a celui sur les orphelins, il y a celui sur la haine liée aux juifs, parce que vous êtes juif aussi, vous êtes allé rencontrer des... Il faut le faire quand même. Vous êtes allé rencontrer des chefs nazis des de par chefs le monde, nazis, enfin, voilà. néo-nazis, ouais. En disant, voilà, il y a un juif devant vous avec sa petite caméra, pourquoi vous me haïssez tant, quoi, en prenant sur vous toute la judaïté du monde. À chaque fois, il y a une sorte... Est-ce que c'est ça, un exorcisme? Vous avez essayé de comprendre, d'aller loin, de... Ouais, bien sûr. Ça consiste à aller là où ça fait mal un peu. Voilà. J'appuie là où ça fait bien mal. Et puis si ça peut aider. Mais ça aide? Non, moi, oui, mais si ça peut aider les autres Mm. à aller mieux, c'est ça qui est important. Enfin, à comprendre en tout cas. C'est ça qui est important, c'est pour ça qu'on fait des films.
Vous étiez venu il y a quelques années sur le plateau de KTO, Oui, je me souviens. interviewer Monseigneur Lustiger. C'était vraiment un entretien totalement à part. À Aaron. Et les deux hommes se sont compris, Mmh. les deux juifs se sont compris. Il y a pratiquement 1 heure d'entretien. Je voudrais vous en faire écouter un petit morceau. Un morceau très particulier qui arrive plutôt sur la fin du dialogue. Donc vous êtes tous les deux assez en connivence, on le sent, on l'entend, on le voit. Je vais vous faire écouter Yana pour 45 secondes et après je vais vous reposer exactement les mêmes questions que vous avez posées à Jean-Marie Lustiger. Avec plaisir, je ne me souviens pas. Allez-y. Alors, on va vous faire écouter ça. Quel était votre premier prénom, vous ? Votre premier prénom ? Le vrai. Le vrai. Le premier. Ouais. Aaron. Aaron, jusqu'à quel âge ? Eh bien, jusqu'à ce que j'ai eu des faux papiers. Donc vous aviez... J'avais 15 ans. Vous vous souvenez 16 ans. d'Aaron ? Vous vous Bien souvenez sûr. d'Aaron, bien. Mais j'ai gardé ce prénom, c'est le prénom de baptême aussi. Jean-Marie C'est mon Aaron. Aaron, Jean-Marie. La date de naissance, c'est Aaron, c'est le nom de mon grand-père. Et j'ai gardé, il y a un saint Aaron, qui est le grand prêtre. Vous vous souvenez d'Aaron, hein ? Oui, bien sûr. Et par moments, vous vous dites que vous avez été fidèle à Aaron, enfin... Oui, je le pense. Parce que souvent, on passe son temps à perdre, à retrouver. Hein. Non, moi, vous savez, là-dessus, j'étais enraciné depuis le début. Dans cette fidélité-là. Oui. Et par moments, vous avez envie de le retrouver, mais vraiment, de lui prendre la main, quoi, ou lui vous prend la main, et vous guide là. Ils ne m'ont jamais quitté. Jamais quitté. Vraiment, je ne bluffe pas. Non, je vous crois. C'était un magnifique dialogue qui initialement était sur la télévision, en réalité, mais Ouais. très rapidement, c'est passé sur des choses beaucoup plus intimes pour vous deux. Puis il y a ces deux voix qui chuchotent. Parce que vous vous êtes mis au diapason de la voix de Jean-Marie Lustiger, cette voix dont on se souvient tous. C'est une rencontre qui vous a marqué, Beaucoup. qui vous a ému. Énormément. 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 Ouais. Parce que pour Pourquoi nous, juifs, c'est très compliqué, quelqu'un qui devient chrétien. Très. Ne croyez pas que c'est un truc facile. C'est une démarche que vous comprenez ou pas? Il vous l'a expliqué. C'était ça. Il me l'a expliqué, oui. Il m'a expliqué que sa façon d'être juif, profondément juif et fidèlement juif, c'était d'être chrétien. C'était Bien une sûr. continuité naturelle pour lui. Pour lui, oui. Jésus, quoi. Jésus, évidemment. Ça vous a fait réfléchir, vous, par rapport à votre propre passé et votre propre présent, enfin, en tant que juif? Que lui se soit converti, Ah, j'imagine que ça pose question quand même. c'est inaudible. Mais il le sait. Je vous repose les questions qu'il vous a posées. D'accord? Quel était votre premier prénom, Serge Moati? Henri. Vous n'avez pas un deuxième encore derrière? Ah oui. Ah oui. Henri, c'est un prénom. Hein, et il y avait un prénom comme lui à Aaron, quoi, Chaim, ce qui veut dire vie en hébreu. Vie, VIE. Et jusqu'à quel âge vous avez porté ce premier prénom? Jusqu'à la mort de mon père, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 11 ans à peu près. Puis après, j'ai stupidement j'ai pris son prénom à Serge, donc mon père s'appelait Serge, et j'ai fait, quand je faisais mes premiers films, j'avais 15 ans, je faisais des petits films comme ça, je me suis fait appeler Serge-Henri Moati, et puis après je trouvais ça très prétentieux, Serge-Henri Moati, et j'ai laissé tomber le Henri, quoi. Donc voilà, le Henri a disparu. C'était une manière de quoi de prendre le prénom de votre papa? C'était de lui rendre hommage, de continuer ce qui n'a pas pu continuer? Enfin, Ouais, vous tout l'analysez ça. comment? Tout ça, une manière d'être con aussi. Pourquoi? Vous regrettez? Ouais. Ah bon? Ouais, parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, dites-le moi. Non, mais on fait pas revivre quelqu'un. Est-ce que vous êtes fidèle à Henri? Oui, je crois, oui, oui. Par moments, enfin, il y a des moments où vraiment je suis très très con. Des moments où je suis prétentieux
Mais il aimerait ce que vous êtes devenu, le petit Henri, du haut de ses 7 ans, 10 ans. Il serait fier du parcours que vous avez eu, de comment vous êtes construit sur cette double blessure. Ah. Non, non, je pense que il aimerait bien en moi le côté danseur, je ne sais pas comment dire, le côté insaisissable, le côté vif. Mhm. Puis il n'aimerait pas le côté que par moments je me déteste moi-même, dans le genre j'ai des certitudes et des convictions, enfin je sais pas. Par moments je suis un peu sénateur, je ne sais pas comment dire, un peu engoncé. Non. Ça va faire plaisir aux sénateurs. Mais non, mais vous voyez ce que je veux dire, Complètement. par moments le côté un peu, voilà, je suis devenu un type connu à la télévision. Avec une certaine assise. Oui, cette assise-là, etc. C'est pas très malin, ça. Enfin, et puis je suis pas comme ça, en plus. Je me vis pas du tout comme ça. Les gens me reconnaissent un peu dans la rue, tout ça, etc. Et ils ont de moi une image parfois. Ah, tiens, c'est Serge Moretti, tout ça, etc. Et moi, je ne sais pas de qui ils parlent. Parce que vous êtes resté Henri, finalement. Ben oui, je suis resté un type rapide, incertain et intelligent. C'est-à-dire quoi? Pas dupe de tout ça? Ouais. Pas du tout. Mais pardon, j'ai pas répondu à vos questions, hein, parce que vos questions m'émeuvent. Ben, ce sont les vôtres. Oui, non, mais d'accord. Mais vos questions m'émeuvent et je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc, excusez-moi, je suis un très mauvais interviewé. Je prends mon temps. Vous couperez ce que vous voudrez. On a le temps, on ne coupera rien du tout. Non, mais parce que je suis nul. Là. Dernière question, est-ce que vous le prenez par la main? Donc c'est la question que vous posez à Jean-Marie Lustiger. Est-ce que vous le prenez encore par la main, ce petit Henri? Et je rajouterai au bout, et qu'est-ce que vous lui dites si vous le prenez par la main? Ou qu'est-ce que vous aimeriez lui dire aujourd'hui, vous l'adulte? Je sais pas. Si, je sais. J'essayerai de lui dire n'aie pas peur. C'est très papal, ça, comme... Je me fous de votre pape. Je me fous de votre pape. Ce qui m'intéresse, c'est moi. Et c'est moi, et la question que vous m'avez posée sur Henri, j'essaierai de lui dire n'aie pas peur. C'est-à-dire que je pense qu'on passe son temps à avoir peur. Et par exemple, par rapport à la foi, qui est une chose qui me concerne, etc., je sais qu'il a dit n'aie pas peur. Et quand moi j'ai fait des films qui s'appellent Sous le regard de Dieu ou La vie de Jésus. Il a fait un téléfilm sur Jésus. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est n'aie pas peur. C'est-à-dire que le petit Henri, je le prendrais par la main et je dirais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu n'es pas entouré de. Il n'y a que des forces adverses à vaincre, il n'y a pas de fatalité. Et ça, j'aurais envie de le protéger. Qu'est-ce que vous avez transmis justement aux vôtres, à votre descendance? Qu'est-ce que vous leur avez transmis? Qu'est-ce que vous avez compris de la vie que vous avez voulu leur transmettre? C'est justement cette absence de peur, c'est ça? Ah oui, vachement, si je Vas-y, fais ce que tu aimes. Et ça marche? Oui, j'espère, je touche du bois, oui, mais par moments, je suis un peu encombrant comme papa. Non, mais j'étais en train de faire la relation avec Riposte, qui est une émission que je regarde régulièrement, où vous prenez de la place aussi dans Riposte. Ouais, on sent qu'il y a une trop. identité, vous êtes là. Ouais, trop. C'est-à-dire que j'aimerais tellement que mes enfants aient moins peur que moi. Parce que moi, je donne cette impression de prendre de la place, tout ça. Vous donnez surtout l'impression d'être très sûr de vous, et on découvre que finalement, pas tant que ça, quoi. Mais c'est le contraire de ça. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'étonne chaque fois. Les gens sont persuadés, comme je fais ce genre d'émission, que j'ai des idées sur tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. J'ai des idées sur rien. C'est-à-dire que je n'ai que des intuitions par moment. Et j'ai pas de certitude, et j'ai pas de trucs comme ça, etc. Et j'ai peur de tout. Mais comment vous faites pour conjurer la peur? Vous avez trouvé un truc? Je travaille, madame, non. Oui, c'est ça. Non, je travaille, non, je travaille beaucoup. Et je travaille tout le temps, c'est-à-dire jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que même en venant ici, en voiture, là, je travaille. Donc on en revient à la toute première question du début, c'est que si vous êtes aussi complet dans vos activités,
c'est pour retenir le temps, mais aussi pour conjurer la peur. Ah oui, la peur me tenaille. La peur est un immense moteur. La peur est une compagne de tous les jours. La peur de la maladie, la peur de la mort, la peur de la solitude, la peur de tout ça. Et le seul truc que j'aimerais dire au petit Henri ou à tous les petits Henri du monde, c'est n'aie pas peur. Je vous ai répondu avec violence, je me fous de votre pape, pardonnez-moi, parce que on a un vrai conflit, nous autres, avec le pape. Donc, je ne voulais pas que vous le preniez mal, hein, Non, je sais où je suis, à Catéo. C'est-à-dire que, et on avait parlé avec Lucie G de ça, c'est-à-dire qu'on a tellement eu des petits Christ assassinés dans les camps de concentration. Votre père, d'ailleurs, on a réchappé Oui, mais enfin, de justesse, lui, par miracle. Oui, mais lui, il s'en est sorti. Mais on a tellement de petits Christ que le pape, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas entre lui et nous. Vous parlez de l'affaire Williamson ou vous parlez Entre d'autres autres, choses? je parle de l'affaire Williamson si vous voulez. Mm. Je parle du grand silence des années nazies. Je parle de tout ça, quoi. Je pense que Lucie avait raison sur un plan. C'est si on peut dire, les vrais chrétiens, c'est nous, et pas le Vatican. Pas le Vatican. Je ne sais pas encore ce que c'est qu'un vrai chrétien. Hein, mais En tout cas, si c'est quelqu'un qui pense qu'il est en relation directe avec la divinité et qui se ressent comme fils de Dieu, c'est de nous dont il s'agit. Ça s'appelle la foi juive, la foi dans laquelle a été élevé Jésus, et qui ne pensait pas à ce moment-là aux ordres et aux dorures du Vatican. Et vraiment, enfin, cette infrastructure qui est venue, ce rapport entre cette singularité de l'appel, cette singularité de cette voie dans le désert, cette singularité du rapport abrahamique, comme ça, de la solitude de ce Jésus rabbin libéral, comme ça, etc., que j'ai tellement l'impression d'avoir serré dans mes bras, que j'ai tellement l'impression d'avoir connu, etc. Je pense qu'il ne se reconnaîtrait pas. c'est pour ça que vous avez fait un téléfilm sur Jésus? Bien sûr. C'est ça qui vous intéressait, c'était de fouiller le personnage? Parce que Jésus, c'est comme un frère. Enfin, ça vous paraît étrange que je dise ça, mais Jésus, c'est comme un frère. Et je pense qu'il y a eu un horrible malentendu, on en avait parlé avec le cardinal. Un horrible malentendu entre nous, juifs, et Jésus. Nous, on s'est repliés stupidement, ayant peur que ça nous échappe, nous, juifs. Hein. Et les autres, un siècle et demi après l'événement mort de Jésus, il fallait pour s'imposer, s'opposer, et s'opposer à ce vieux peuple élu et en créer un nouveau. Un peuple élu, entre guillemets, élu au deuxième tour, au troisième, etc. Et il fallait enlever ce peuple élu d'avant. Vous voyez, ce rapport singulier entre cette divinité et ce peuple sur le mont Sinaï, vous savez. Et on s'est raté. C'est une histoire d'amour qui a raté entre le christianisme et le judaïsme, alors que c'était la même chose. Et ça, vraiment, pour moi, c'est un des malentendus les pires historiques, atroces. Mais quand vous avez un Jean-Paul II qui dit que vous êtes les Juifs sont les frères aînés dans la foi de... Mais il l'a fait. Ouais, Aucun pape l'avait fait avant lui. Ouais. Vous vous rendez compte? Quand même, il serait temps de s'en apercevoir. Non? Franchement, il serait temps de s'en apercevoir. Et nous, on est stupidement des petits provinciaux. Les Juifs, c'est des provinciaux. C'est des mecs, alors on est là, dans notre petit coin, bout de terre, comme ça, etc. C'est notre Dieu à nous, on est entre nous, là, comme ça, etc. C'est stupide. Il y a une double stupidité. Vous êtes juif par culture, mais ou est-ce que vous êtes également aujourd'hui encore juif pratiquant? Je n'ai jamais été pratiquant. Jamais été? Non, jamais été pratiquant. J'ai jamais été pratiquant pour les raisons du début de notre entretien. C'est-à-dire que, comme mes parents sont morts petits, ils m'ont pas transmis de choses. D'abord, ils étaient pas pratiquants. Non, c'est ça. D'abord, ils n'étaient pas pratiquants. Et puis moi, je regrette beaucoup de ne pas l'avoir été. Je regrette énormément, et puis je n'ai jamais fait l'effort de le devenir. Oui, ce que j'allais dire, il n'est pas trop tard. Non, je suis d'accord. En même temps. Je suis d'accord. C'est comme la cuisine. Je dis que j'aimerais beaucoup être cuisinier, je n'ai jamais fait la cuisine. Mais par contre, je suis croyant. C'est différent. Vous avez la foi quand même. Ouais. Mais alors, vous dialoguez avec Dieu. Le charme du judaïsme, c'est qu'on peut être croyant et pas pratiquant, pratiquant et pas croyant. Donc ça, c'est bien. De ce côté-là, c'est simple. Il y a des gens que je connais qui passent leur temps à pratiquer. Je leur dis, mais la foi, je ne crois pas en Dieu, pourquoi tu me dis ça? Ils passent leur temps à pratiquer. Donc c'est étrange.
Moi, je ne vais jamais dans une synagogue, par exemple. Parce que je pense que les synagogues, tout ça, ces endroits de culte, c'est pas là où on sent la présence de Dieu. Donc alors, je suis C'est-à-dire que vous embêté. la sentez où, la présence de Dieu? Certainement pas sur un plateau de télé. Si, Si, d'accord. faux ce que vous dites, faux. Je la sens sur un plateau de télé. Je la sens, la présence dans la rue. Je la sens sur un visage. Mais pas là où on s'attend à la trouver. En tout Mais non, cas. surtout pas. Surtout pas dans un endroit consacré. Voilà, surtout pas dans un endroit où on te dit, attends, c'est là que ça se passe, etc. Église, mosquée. Enfin, attends, je peux être super. J'adore les églises, les mosquées, j'adore visiter. C'est pas la question. Mais c'est pas là où je sens la présence de Dieu. Par contre, je suis en train de filmer à l'autre bout du monde un enfant, je sais pas quoi. Ah oui. Est-ce que vous vous aimez? Quand je me compare. Quand vous vous comparez? Alors, c'est une phrase toute faite, vous savez, c'est une réponse toute faite à ce genre de questions. Non, je suis pas fanatique de moi-même. Je suis pas fanatique, mais par moment, ouais, je me dis, tiens, il y a là quelque chose qui transite par moi, qui est pas moi, qui transite par moi. Et quand vous vous retournez sur votre parcours aussi bien professionnel, Oui. qui est dense, qui est riche, que sur votre vie personnelle, qu'on connaît moins, forcément, vous êtes plutôt quoi là? Aujourd'hui, vous nous avez dit avoir 62 ans, vous êtes plutôt satisfait, vous voyez encore tout ce qui vous reste à accomplir, enfin, vous vous situez comment? Non, je sais pas, c'est un peu difficile, c'est vachement difficile comme question. Moi, je ne suis pas très satisfait. J'ai De quoi vous l'impression... êtes le plus satisfait dans votre vie jusqu'ici? De quoi vous êtes le plus fier? Est-ce que c'est un documentaire que vous avez pu faire, un reportage, un livre, une émission, une interview? Est-ce que c'est des choses plus privées? C'est des petits trucs dans chaque truc. Une minute là, une minute là, une minute là. Vous pouvez en isoler une, 2 minutes, une seule, pour nous dire, voilà, c'est telle rencontre, telle phrase écrite, telle... Non. Je sais, parfois mes films repassent à la télé, comme ça. Et c'est la nuit, souvent, dans des chaînes câblées, des trucs comme ça. Et je me dis, tiens, je connais cette voix, évidemment, c'est la mienne. Alors je me réveille en sursaut. Et là, je me dis, tiens, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Il y a 2-3 documentaires où je suis assez content de moi. Enfin, pas content de moi tout le temps, mais content de moi par moment. Lesquels, par exemple? C'était sur quel thème? Je sais pas, les films que j'ai faits sur les enfants dans le monde, sûrement, les films que j'ai sous le regard de Dieu est une chose qui m'apporte, la série de films que j'ai fait sur les enfants et les orphelins aussi. Et le recul aidant, vous assumez encore ce que vous avez fait? Oui, avec des imperfections, des nullités, des naïvetés, des empoulages de style, je m'écoute par moments filmer, vous savez, comme des gens qui sont qui s'écoutent parler. Qui s'écoutent parler. Par moments, je dis que j'en fais trop, et j'en fais trop. De toute façon, et puis quand j'étais jeune, j'ai été assez vite connu. Et donc, je suis devenu assez vite un baron de la télévision. Alors, quand je revois des feuilletons que je faisais quand j'avais 25 ans, parce que j'ai commencé par faire beaucoup de fiction, moi, et quand je vois quelque chose qui s'appelle Le Pain Noir, par exemple, qui était la plus grosse production de la RTF de l'époque, j'avais 25 ans, 8 films d'1h40, vous voyez, j'étais... Déjà arrivé, jeune et déjà arrivé quelque part. Trop arrivé, nulle part. Mais j'avais l'impression, si vous voulez, d'être un... Le roi? Oui, le roi d'un empire, comme ça, qui s'appelait la télévision. Et c'était très... regardez comme j'ai du talent. Il y a un côté que je n'aime pas chez moi, c'est ça, si vous voulez. Par rapport à ça, Henri, par exemple, par rapport à votre question, on dirait, oh, calme-toi. Alors, ce serait quoi votre place dans la télé aujourd'hui? Nulle part. Télévision? Nulle part. C'est-à-dire que je suis devenu ce qu'on appelle un homme de télévision. C'est-à-dire que je fais, mes émissions marchent bien. Ah bah oui, 10 ans de riposte, c'est quand même une sacrée belle longévité, il faut quand même la saluer. Mais vous vous rendez compte, par rapport à ce que je voulais être moi quand j'étais petit, je voulais être Fellini, Renoir, sinon rien. Plus dur sera la chute. C'est-à-dire que... Donc ça dépend, l'échelle dans laquelle on se met Et soi-même. vous êtes déçu de ne pas être ni Fellini ni Renoir? Vachement. C'est-à-dire que je me dis, je suis un bon artisan de la télévision. Je suis un bon artisan, je sais faire une interview. Je sais faire un film à peu près. J'ai animé un débat, je sais, Oui. d'accord. Oui, je sais faire ça. C'est juste pas ce que vous vouliez faire. Tout est fait par hasard.
tout m'est arrivé par hasard. J'étais pas du tout parti pour ça, c'est pour ça que je suis pas du tout journaliste ni quoi que ce soit. Les choses me sont arrivées complètement par hasard, on a dû se tromper. On a dû chercher un mec, et puis je suis passé par là par hasard, on m'a appelé. Je suis pas de ces mecs qui sont contents d'eux facilement. C'est quoi la proposition la plus étonnante que vous ayez acceptée? Bah, par exemple, de faire Riposte, par exemple. C'est étonnant. Ah, vous êtes producteur de Riposte, c'est vous qui avez amené le projet. Même Oui, si au départ, ça ne devait pas être vous. Au départ, ça ne devait pas être vous En à plus, ça devait l'antenne. être une émission culturelle, genre par exemple, un type fait un film, il se fait démolir par la critique, riposte, alors il riposte. Alors, il riposte à la critique, je sais pas, des trucs comme ça. C'était un droit de parole, quoi, un droit de réponse. Un droit de réponse. Et il se trouve qu'on avait fait ça avec quelqu'un, ça n'a pas marché, et puis je perdais un marché, moi je suis producteur, donc c'était embêtant, que j'avais plus de projet, c'était embêtant. Et, Donc pour sauver le truc, vous vous mettez dans le panier. on m'a dit, si tu veux sauver le truc, fais-le toi. Et puis c'est devenu très vite une émission politique, parce que ça faisait longtemps que je faisais des films politiques, et vous savez, j'adore filmer les coulisses de la politique. Ouais, c'est vrai que vous avez un côté coulisses chez vous qui Ah bah oui, n'aime pas se faire avoir par les faux semblants, donc Ouais. qui va voir un peu les ficelles derrière, quoi. Oui, parmi mes documentaires, il y en a plein que j'aime beaucoup. Par exemple, c'est les films que j'ai fait sur les coulisses du monde des Mais présidentielles, je les ai des vus, ceux-là. municipales. Enfin, là, je me suis beaucoup amusé. J'ai même créé un genre. Vous voyez, c'est-à-dire le côté avoir une petite caméra, passer inaperçu, aller là où on ne m'attend pas, etc. J'adore ça. Mais voilà. Et puis alors, à Riposte, par exemple, je me suis retrouvé faisant ce métier là depuis 10 ans, ce que j'avais jamais fait. Et je revenais du tournage de Jésus, justement. Cathéo. Je revenais du tournage de Jésus, j'étais absolument crevé. Tournage au Maroc, absolument épuisant, etc. Et j'arrive, et puis, poc, je me retrouve la semaine d'après sur le plateau de Riposte. J'avais genre fait ça de ma vie, en direct, tout ça, etc. Parler de choses avec des gens, je ne sais même pas qui c'était. C'est même à ce moment-là que le grand public a commencé à vraiment vous identifier encore plus. Il y a eu un phénomène qui fait que Vous vous rendez compte comme c'est amplifié. Comme c'est compliqué. Il faut attendre 52 ans pour se faire connaître par le grand public. C'est important de se faire connaître par le grand public. Ah, moi, je suis très cabot. C'est-à-dire, je suis très. Je fais tout ça pour être. Moi, quand j'étais petit et que je voulais faire ça, ça tombe bien, je voulais faire ça. Bah, être Fellini, hein. Mais de toute façon, je voulais être connu. Je voulais échapper à cette espèce de truc horrible qui était ce qui m'était arrivé. C'est-à-dire la perte des parents, tout ça, etc. Je voulais être connu. Je voulais absolument prendre ma revanche. Être identifié. Ah ouais, je voulais qu'on me reconnaisse, je voulais qu'on dise ah tiens, c'est. Donc ça, c'est gagné, ça. Ouais. Mais bon. Peut-être pas au niveau où vous l'attendiez. Pas comme je voulais, mais c'est gagné. Non, donc ça, de ce côté-là, ça va. Je vais vous poser une série de petites questions pour les... Il nous reste un peu plus de 8 minutes d'émission qui vont se succéder comme ça en cascade. Vous prenez le temps que vous voulez pour y répondre. Ça part un peu dans tous les sens. Hein. Allons-y. La décision est souvent l'art d'être cruel à temps. Quelle décision vous a coûté, vous? Oh, souvent, j'ai dû virer des gens. J'ai dû virer des gens, oui. Parce que j'ai passé ma vie à diriger des boîtes aussi. J'ai dû virer des gens. Et puis, comme j'aime bien les dames, parfois j'ai viré des dames. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait? C'était mieux que ce que je croyais. Et quelle est la rumeur vous concernant à laquelle vous souhaiteriez tordre le cou? Que je suis trop démerde, enfin trop habile, trop malin. Rusé? Parce que quoi, vous n'êtes pas rusé? Je suis plus rusé que rusé. Je suis plus malin que malin. Et c'est à moi de le définir. Quelle est votre plus grosse erreur jusqu'ici? D'avoir eu peur. Et votre plus belle réussite? Mes enfants, vraiment. Quel rapport entretenez-vous avec votre corps? Détestable. Je m'aime pas du tout. Si c'est ça, je sais pas la question. Détestable. Je passe mon temps à être hypochondriaque. Je suis le roi je collectionne les médecins comme d'autres les statuettes chinoises. Chez les pharmaciens, il y a un buste de moi, notre bienfaiteur qui clignote. Enfin, détestable. Je suis gros, je m'aimerais mince, je suis lourd, je me prenais pour un danseur étoile quand j'étais petit. Enfin, non, je déteste. Alors, question d'après, vous verrez qu'il y a une suite logique. Non, mais je suis persuadé. Si vous pouviez être plus que vous, qui seriez-vous ou que seriez-vous? Si vous pouviez
être plus que Serge Moati? Ben, je serais quelqu'un de très, 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 très gentil. Je ne suis pas méchant, mais je voudrais être très, très gentil. C'est-à-dire vraiment, c'est pas une bonne réponse pour vous, je sens que vous me Pourquoi regardez faire? Non, avec, non, ça m'interroge. très gentil parce que j'aimerais bien aider les enfants dans le monde. Et pourquoi vous ne le faites pas? Qu'est-ce qui vous en Ben, empêche? qui vous dit que je le fais pas? Mais j'aimerais Ah, faire ben voilà. plus. Non, mais non, Parce que vous êtes à l'UNICEF, oui, non, mais ça. Non, oui, non, oui. donc vous le faites. Oui, mais j'aimerais le faire plus. Je D'accord. voudrais, là, un jour, dire, bon, ça va, j'ai un peu de fric, ça, je peux... mes enfants, ça va. Et je voudrais... Plus. ah oui, rendre. Vous voyez l'année sabbatique dont je vous parlais tout à l'heure? Ça pourrait servir à Ah ça. oui, mais Voilà. d'accord, non, mais ça, c'est pas du tout sabbatique, je travaillerai comme un fou. Mais je voudrais rendre ce qu'on m'a donné. Quels sont les démons que les années n'ont pas assagis? L'angoisse. Et le luxe dont vous ne sauriez vous passer? Des conneries, acheter des gadgets. Vous avez remarqué cette petite montre? C'est vous qui avez remarqué, hein, c'est pas moi. Mais j'adore acheter des conneries. Je suis très dispendieux et je suis un acheteur compulsif. Et vous savez pourquoi? Enfin, vous analysez pourquoi ce besoin de dépenser, donc de ce que j'en entends à tort et à travers? À tort et à travers. D'accord. Non, je ne sais pas pourquoi, j'adore amasser. Je suis complètement stupide. Hein. J'adore collectionner, mais pas des choses coûteuses, hein, mais des conneries. Des conneries. Donc chez vous, c'est rempli de bibelots, de, Ah, je marche sur les objets. de livres, de Je marche sur les objets. tout un tas de choses. D'ailleurs, en parlant d'objets, je vous ai demandé de nous en apporter des objets. Qu'est-ce que vous avez extirpé alors? Ah non, c'est rien, c'est par rapport à... Non, non, c'est la photo... ça, c'est le petit garçon qui est là, c'est moi. Une photo en noir et blanc dans une Et voiture, le monsieur qui est là, visiblement, c'est hein. mon père. Alors, votre père, c'est votre portrait craché. Vous trouvez? Oui. Donc il est vraiment pas mal. non, non, C'est pas rien, c'est quand même une photo de vous avec votre papa. c'est la seule. Ah, c'est l'unique photo en plus. Elle est où dans votre maison? C'est dans une voiture. On venait en vacances en France, parce que moi, on venait de Tunisie. Et on venait en vacances en France, il allait se faire une cure, un truc comme ça. Et l'été d'après, il mourait. Donc, Et la photo, elle est où chez vous? Elle est placée où? au-dessus de mon lit. Enfin, pas au-dessus, juste à côté de mon lit, sur la table de nuit. Et là, c'est la photo Et de là- votre maman? Ah oui, elle est toute petite, je ne sais pas s'ils vont la voir. Photo d'une Je petite sais pas dame où je la en montre, noir là. et blanc, c'est très bien. C'est une photo de ma maman, le dernier été aussi. Je l'aime beaucoup. Et à l'époque, on ne se photographiait pas beaucoup. C'est une époque préhistorique, maintenant tout le monde se photographie tout le temps. À l'époque, on ne se photographiait pas beaucoup. Et ça, c'est elles que vous vous en souvenez? C'est elles qui sont restées dans votre mémoire, avec cette décontraction, ce sourire Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez pleuré? C'était avec une jeune femme sur un plateau de KTO. Ah, je ne vois pas du tout de qui vous parlez. Ben voilà. Est-ce que la vie que vous menez aujourd'hui vous satisfait telle qu'elle est? Ou est-ce qu'au contraire, il y a encore des rêves inachevés, des choses que vous voulez accomplir? Et si oui, quoi? J'aimerais d'abord ne plus avoir peur, oui, ça c'est vrai. Toujours cette histoire de peur, là. J'aimerais bien faire un film avec, pour une fois, des moyens. Beaucoup de moyens, beaucoup de fric. Pour parler de quoi? Pour raconter quoi? J'ai des grandes histoires à raconter. Mais ce serait de la fiction, vous nous dites, de la ou fiction, un documentaire? de la Non, fiction, de la fiction, de la fiction. film de fiction. Ah oui, j'aimerais bien rencontrer un mécène comme ça dans la rue qui me dirait tiens Moati, j'aime bien ce que tu fais, tiens voilà, dépense sans compter mon pote, vas-y raconte-nous des choses. Il n'existe pas ce mec, hein, puisque ça peut être moi mon propre mécène à la limite. Donc j'aimerais bien ça, j'aimerais qu'on me fasse confiance quoi. Il y aurait quoi comme thème traversant, même si vous ne voulez pas nous raconter l'histoire là, mais comme ah, ce serait Village Jasmin? C'est ça. Enfin, Ce serait votre C'est histoire. des fresques, ce sont des fresques. D'accord, mais Ce ça sont des fresques. recouperait Oui, mais moi, au-delà de moi, hein, c'est pas Donc, moi qui suis intéressant. l'histoire des colonies, Ouais, c'est ça. l'histoire Ouais. de l'Afrique du Nord. Oui, j'adorerais ça, et que ce soit la fresque de tout un peuple, Ouais. aujourd'hui disparu. Et oui, j'aimerais ça, et puis j'aimerais bien faire des films comiques, j'aimerais bien qu'on se marre aussi, parce que j'adore me marrer. Je donne pas l'impression, parce que vous m'avez Non. ému pendant cet entretien, et alors que j'adore me marrer, et donc j'aimerais bien faire une comédie. J'aimerais bien faire une comédie. Et puis après, j'aimerais bien aller à la rencontre de mes parents morts, de les retrouver, de
de vivre ce moment incroyable que j'ai toujours voulu filmer, que j'ai filmé par moments, qui est le passage de la vie à de la mort. J'ai beaucoup filmé ça. Une fascination pour ça. Ah bah oui. Et vous aimeriez mourir comment? À choisir. Sur scène, sur un plateau. Et puis Pour les j'aimerais- 50 ans de riposte. Oui, France 5 prépare déjà ça, des funérailles en direct. Non, et puis j'aimerais bien être entouré quand même de mes enfants devenus grands. Et il y a un truc marrant, c'est que on dépasse. Ah, va falloir qu'on termine assez Ouais, non, rapidement. non. Non, ce qu'il y a de bien, c'est que les orphelins, ça devient des fondateurs de dynasties. Vous savez ça? Je savais pas. Mais Je vous le ça dis, je paraît vous l'annonce assez- officiellement. Vous avez combien C'était- d'enfants? Non, j'en ai 3. Mais Jésus, orphelin. Fondateur de dynastie. On dit qu'il a une mère dont il n'est pas l'enfant. Son père n'est pas son père. Ça. Orphelin. Moïse, orphelin. Vous voulez créer une dynastie Ouais. Et bah, qu'est-ce avec qu'ils une ont fait d'autre? descendance aussi nombreuse que les étoiles. Bah oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, cela? Donc, comme on se prend, nous, pour ça, chaque orphelin se prend pour Jésus, pour Moïse et tout ça, j'aimerais fonder une dynastie. Je trouve ça pas mal pour terminer l'émission. Merci infiniment, Serge Moati. C'est moi. Puis bonne continuation. alors. Merci, vous aussi.